Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Bienvenue une autre fois dans cette partie, deuxième partie de la descente de charge, dans laquelle on va s'intéresser au cas des poutres. Commençons d'abord par la détermination de l'épaisseur de la dalle. Pour les planchers à corps creux, l'épaisseur de la dalle est généralement estimée à Lx divisé par 22,5, avec Lx c'est la largeur d'un panneau de dalle et Ly c'est sa longueur. Si on prend une dalle par exemple, Lx c'est sa largeur, Ly c'est sa longueur. Donc son épaisseur est estimée à Lx, la largeur divisée par 22,5. Voilà, donc un panneau de dalle comme ça avec Lx et Ly. Si on a une dalle pleine, donc l'épaisseur dépend du cas. Est-ce qu'il s'agit d'une dalle qui porte dans un seul sens, c'est-à-dire qui repose seulement sur deux appuis, deux côtés, ou bien une dalle qui pose sur les quatre côtés. Donc s'il s'agit d'une dalle qui porte sur deux côtés, c'est-à-dire dans un seul sens, donc l'épaisseur est estimée à 1 sur 35 jusqu'à 1 sur 30 fois la largeur. S'il s'agit d'une dalle qui porte dans deux sens, c'est-à-dire qui s'appuie sur ses quatre côtés, donc son épaisseur est comprise entre Lx sur 50 et Lx sur 40. Puis, donc, après avoir déterminé l'épaisseur de la dalle, on passe à la détermination du sens de portée de la dalle. Donc, pour les planchers à corps creux, il s'agit toujours d'une dalle qui porte dans un seul sens. C'est-à-dire, on considère qu'il s'appuie seulement sur deux côtés. Bien sûr, les deux côtés parallèles à Ly. C'est-à-dire les deux côtés sur lesquels s'opposent les poutrelles du plancher à corps creux. Pour une dalle pleine, le sens de portée dépend du rapport de sa largeur par sa longueur. Donc ce rapport-là, il est noté alpha, parfois aussi on le note gamma. Donc généralement, il est noté alpha. Donc si ce alpha-là, c'est-à-dire la largeur divisée par la longueur, est inférieur strictement à 0,4, on dit que le panneau de dalle porte dans un seul sens, c'est-à-dire comme le cas d'une dalle à corps creux, c'est-à-dire le panneau de dalle, il repose seulement sur les deux poutres les plus longues. Mais cette fois-ci, si alpha est compris entre 0,4 et 1, on dit dans ce cas que la dalle porte dans deux sens, c'est-à-dire la dalle s'appuie sur les quatre côtés. Voilà, donc cette dalle dans ce cas s'appuie sur les quatre côtés. Pour savoir dans ce cas la partie qui sera supportée par chaque poutre, il suffit de dessiner ce qu'on appelle des lignes de rupture. Ce sont des lignes à 45 degrés, donc cet angle-là égale 45 degrés. Donc les lignes de rupture, donc on les dessine. Et puis s'il s'agit d'un plancher rectangulaire, donc les deux lignes ici vont se rencontrer ici. Ces deux lignes vont se rencontrer ici. Et bien sûr, là on aura les deux poutres les plus longues supportant des surfaces trapézoïdales et les deux poutres les plus courtes supporteront des panneaux triangulaires. Donc, la troisième étape, c'est la détermination de la charge du plancher en mètres carrés. C'est-à-dire, si on prend 1 mètre carré du plancher, quel sera son poids? Donc, bien sûr, pour savoir ça, il faut déterminer de quoi il est composé. Et bien sûr, toujours à ne pas oublier de distinguer les charges permanentes et les charges d'exploitation, parce que la combinaison entre les deux diffère de l'état limite ultime à l'état limite de service. Donc on considère qu'on a un plancher à corps creux, 16 plus 4. Toujours à partir de la norme, on a le poids surfacique donc de 1850. Donc vous pouvez le trouver au niveau de la norme. Et puis il est multiplié par la surface. La surface de ce panneau-là, on a dit qu'on considère qu'il s'agit d'un panneau de 1 mètre carré parce qu'on veut calculer les charges au mètre carré. Donc, aussi, pour la forme de pente, on considère que sur ce mètre carré de dalle, on va mettre donc une forme de pente
d'épaisseur 3 cm, même chose, donc ça c'est déjà vu pour les poteaux. Donc à partir de la norme, donc le poids d'un mètre carré de forme d'opponte égale à 200 par centimètre, 200 newtons, multiplié par les 3 cm, et normalement multiplié par 1 mètre carré. Donc on aura 600. Étanchéité multicouche, la même chose. Déjà là, on a 120 newtons par mètre carré. C'est ce qu'on cherche. Combien de newtons par mètre carré? Donc on va garder la même valeur. Même chose pour le gravillon de protection d'étanchéité. On va garder la même valeur, mais il suffit de la multiplier par l'épaisseur. Parce que c'est une charge par mètre carré, oui, mais avec donc par centimètre. C'est-à-dire il faut multiplier par combien de centimètres de gravillon qu'on a. Donc on a 5, donc 200 fois 5 sera égal à 1000. Donc la somme de ces charges permanentes va me donner une charge permanente surfacique de 4570. Bien sûr, les calculs sont à vérifier. C'est-à-dire la charge permanente de ce mètre carré de plancher, c'est combien? C'est 4000 newtons. Même chose pour la charge d'exploitation, donc elle est déjà donnée par mètre carré, donc on va garder la même valeur, c'est-à-dire la charge d'exploitation qui va s'appliquer sur ce mètre carré sera égale à 1000. Voilà. On passe maintenant à l'évaluation des charges transmises aux poutres à partir de la dalle. Donc pour cela, donc on va considérer, puisqu'il s'agit ici d'un plancher à corps creux, donc on a déjà vu qu'un plancher à corps creux toujours est considéré comme une dalle qui porte dans un seul sens, c'est-à-dire les deux poutres les plus longues qui vont supporter tout le poids de la dalle, et donc on va diviser le panneau sur les deux poutres les plus longues. Donc on considère que Lx égale ici à 280, donc divisé par 2, on aura 1,4 mètres. Et bien sûr, pour faciliter les calculs, pour avoir des calculs par mètre linéaire, on va considérer seulement la partie supportée par 1 mètre linéaire de la poutre. Parce que les charges qui s'appliquent sur la poutre sont linéaires. Voilà, donc on va considérer 1 mètre de largeur ou bien de longueur de la poutre. Donc la poutre, notre poutre va supporter la partie hachurée. Il va supporter cette partie de la dalle, donc cette surface qui est 1,4 mètre carré, et il va supporter bien sûr les charges qui s'appliquent sur cette partie, donc notamment le poids propre de la poutre. Voilà donc pour les charges surfaciques qui proviennent de la dalle, donc ils sont là. Seulement une remarque, vous pouvez ne pas calculer la charge surfacique qui provient de la dalle, vous pouvez directement prendre toute la surface considérée ici et la multiplier par les différents éléments. Seulement si vous avez calculé plusieurs poutres, donc il est beaucoup plus facile d'utiliser la charge surfacique parce qu'elle sera calculée une fois pour toutes. Donc on a dit la charge surfacique du plancher qui provient du plancher déjà calculé, elle est là, donc G et Q. Voilà. Donc les charges linéaires transmises à la poudre par le plancher, il suffit de les multiplier tout simplement par cette surface, donc 1,4. D'accord? 1,4 mètre carré qu'on a ici. Donc on multiplie par 1,4, donc il est là. Bien sûr, normalement, il ne faut pas multiplier par ce 1 parce qu'il est là. Donc le 1 mètre ici, donc la charge linéaire, il est déjà là. Donc normalement, de préférence, à ne pas multiplier par ce 1 pour avoir une adéquation des unités. Parce que c'est vrai, on calcule par mètre linéaire, mais ce n'est pas la peine de le mettre ici. Il est là déjà. D'accord? Voilà. Donc le poids propre de la poutre, bien sûr. Cette poutre, elle doit aussi supporter son poids propre. Il s'agit, la poutre, c'est un élément béton armé. On va utiliser le poids volumique du béton armé, multiplié par son volume. Donc, sa section, il est là, 0,2 fois 0,4, fois bien sûr là, la même chose. Donc, c'est pas la peine de mettre le 1 mètre ici. Donc, on peut ne pas le mettre pour avoir une adéquation d'unité. Voilà, parce qu'on calcule par mètre linéaire, il est là. Le 1 là, il est là. Donc c'est pas la peine de mettre au niveau de la formule. Voilà, on trouve que le poids propre de la poutre, c'est 200 newtons par mètre linéaire. Voilà, donc le poids propre de la poutre, c'est une charge permanente. On va l'ajouter à la charge permanente qui vient
du plancher, donc G' plus G0, on va trouver que la charge qui arrive à la poutre, c'est 8398 newtons par mètre linéaire. Même chose, donc la charge d'exploitation, c'est 1400 newtons par mètre linéaire. Bien sûr, les valeurs numériques à vérifier sont ici à titre d'exemple. Donc on passe maintenant à la détermination du chargement de la poutre à l'état limite ultime et à l'état limite service. On a calculé jusqu'à maintenant la charge permanente et la charge d'exploitation. Il faut les combiner. Bien sûr, pour les combiner, ça dépend de l'état. Voilà, ils sont ici. Pour les combiner, ça dépend de l'état. Est-ce qu'il s'agit de l'état limite ultime ou bien de l'état limite de service? Si on utilise donc la combinaison à l'état limite ultime, on obtiendra un certain PU à partir de ces deux charges. Voilà, on va utiliser la combinaison à l'état limite ultime, donc vous la connaissez déjà. Donc le PU sera égal à 1,35G plus 1,5Q. On aura cette valeur. Si on est à l'état limite, on veut effectuer les calculs à l'état limite service, on va directement rassembler, combiner les deux valeurs sans coefficient. On aura donc G plus Q qui va nous donner la charge linéaire appliquée sur la poutre à l'état limite de service. P service égale à G plus Q. Et finalement, on va calculer les sollicitations qui s'appliquent donc sur la poutre à l'état limite ultime et à l'état limite de service. C'est donc la partie RDM, donc c'est déjà vu. Donc au lieu d'aller effectuer les différents calculs, dessiner calculer les réactions, dessiner les diagrammes, déterminer les équations, relever les valeurs maximales, on peut utiliser les résultats donc, de ce calcul directement. Donc les résultats, qu'est-ce qu'ils disent? Si on a une charge répartie linéaire, comme celle-là, le moment maximal se trouve au niveau de la moitié, donc du milieu de la travée. Donc le moment maximal se trouve au niveau du milieu de la travée. Donc ça, c'est un résultat de la RDM. Voilà. Donc bien sûr, si on prend l'équation donc du moment et on remplace le x par le milieu de la travée, on va trouver cette valeur M max, donc la valeur maximale du moment fléchissant, égale à la valeur de cette force fois L carré sur 8. Avec bien sûr la condition, c'est que cette force-là cette force répartie doit être une force répartie rectangulaire. Ça, c'est la condition. Parce que on a calculé cette forme-là à partir de l'équation d'une force rectangulaire. Donc, si on a le P là et le PU qu'on vient de calculer à l'état limite ultime, donc on aura le M max deviendra MU, avec ici le P c'est le PU, et on obtiendra la valeur du moment fléchissant à l'état limite ultime. Donc, même chose pour l'état limite de service, on obtiendra le moment fléchissant à l'état limite de service. Donc, application numérique, bien sûr là on a notre cas donc qu'on vient de calculer, vous allez obtenir donc les valeurs suivantes, sachant que le L là c'est quoi? C'est la longueur de la poutre, il est là donc 400, la longueur de la poutre, donc ça va donner 4 mètres. Le P service déjà calculé, donc on peut calculer MU et M service. Donc essayez de vérifier cette application numérique. Si on a donc la poutre, il supporte un panneau de part et d'autre, il suffit de multiplier fois 2, la charge fois 2. Si on a des panneaux similaires ayant la même largeur, si on a par exemple ici 280 cm. Sinon, si on a deux, il faut les combiner tout simplement. Donc on peut ne pas multiplier par 2, mais on peut utiliser par exemple P1 plus P2. Si les deux charges donc, de part et d'autre sont différentes. Voilà. Passons maintenant à l'effort tranchant. Donc, à partir des résultats de la RDM, si on a une charge répartie rectangulaire, le fort tranchant est maximal au niveau des appuis. Donc, à partir de son équation, en changeant donc le x par 0, on va obtenir la formule de Vmax. Vmax, c'est l'effort tranchant, donc il est noté en BAOL Vmax égale P, donc la charge répartie, fois L, c'est la longueur de la poutre, divisé par 2. Avec P, bien sûr, la condition, c'est que ce P-là doit être une charge rectangulaire. Si on remplace P par PU, on va obtenir VU égale à PU fois L sur 2. Bien sûr, à noter que
l'effort tranchant et les justifier seulement à l'état limite ultime, c'est-à-dire pas de vérification à l'état limite de service. Application numérique, vous allez obtenir cette valeur. Donc ça, ce qu'on a vu, c'est le cas d'une poutre, d'une dalle qui porte dans un seul sens, c'est-à-dire la partie supportée par la poutre est rectangulaire. Si par exemple on a une dalle qui porte dans deux sens, on aura ce schéma, donc c'est déjà vu. Donc les deux poutres longues vont supporter des trapèzes et les deux poutres les plus courtes vont supporter des panneaux triangulaires. Voilà, donc on aura par exemple la poutre la plus longue supportera donc la partie, une charge trapézoïdale et la poutre la plus courte supportera une charge triangulaire. Donc là, on n'a pas le droit d'appliquer les résultats de la RDM parce qu'on a vu que la condition, c'est que ces charges doivent être rectangulaires. Voilà, c'est ce qu'on a vu. Donc, pour appliquer directement ces formules du moment, on doit avoir une charge rectangulaire. C'est pourquoi on essaie de faciliter ces schémas pour ne pas réaliser les calculs RDM parce qu'ils sont un peu plus compliqués pour les charges trapézoïdales et les charges triangulaires. On va essayer de transformer ces charges trapézoïdales et triangulaires ont des charges équivalentes qui sont rectangulaires. Comme ça, on pourra utiliser directement ces formules. Donc, on a deux méthodes. La première méthode est une simplification des schémas triangulaires et trapézoïdales. Donc, il est possible, on considère ce qu'on appelle des charges réparties uniformément, des charges équivalentes. Mais bien sûr, ce travail il est un peu complexe. C'est-à-dire, cette première méthode, il est un peu complexe. La deuxième, c'est une méthode simple, grossière, mais quand même, elle donne des résultats satisfaisants, donc qui vont dans le sens de la sécurité, parce qu'il surestime donc la charge, mais quand même, ça va dans le sens de sécurité. C'est-à-dire, au lieu de travailler par une charge comme celle-là, donc trapézoïdale, je peux travailler par la même charge, mais considérer qu'il s'agit d'une charge rectangulaire directement. Et je vais utiliser ici le P1 puisqu'il va devenir une charge rectangulaire. Je peux l'utiliser directement dans ces formules. Voilà. Donc là, pour utiliser les formules qu'on vient de voir, donc il faut avoir ici une charge rectangulaire dans les deux cas pour utiliser celle-là. Mais le problème, c'est que ces charges rectangulaires, pour utiliser donc la première méthode qu'on vient de voir, les charges équivalentes, ils sont un peu compliquées parce que la charge qui donne le moment maximal, l'effort tranchant maximal au niveau de l'appui n'est pas la même qui donne le moment maximal au niveau de la main travée. Donc il faut calculer deux charges rectangulaires différentes. Une donne un effort tranchant équivalent à celle-là et l'autre donne un moment équivalent à celle-là. Donc c'est un travail un peu plus compliqué. Donc la même chose pour une charge triangulaire. C'est pourquoi on va s'intéresser surtout à la deuxième méthode qu'on utilise donc beaucoup et qui va dans le sens de sécurité. C'est vrai, il surestime un peu les charges, mais ça va dans le sens de sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? Donc là, on a une répartition donc trapézoïdale sur les poutres les plus longues, parallèles à LY, et triangulaire sur les poutres parallèles à LX. Donc, pour la charge trapézoïdale, on va la transformer en une charge rectangulaire, la même charge. Donc là, comme vous le remarquez ici, on a gardé la même charge. On n'a pas calculé une charge équivalente, etc. Donc c'est un travail un peu plus compliqué. Donc on garde la même charge. Donc cette charge, au lieu de travailler sur ce modèle-là, on va travailler sur celui-là. Voilà, même chose pour la charge triangulaire. Au lieu de travailler sur cette charge triangulaire, on va considérer la même charge. Celle-là, c'est celle-là. On va considérer la même charge. Mais cette fois-ci, ce sera une charge rectangulaire. Bien sûr, cela nous ramène au premier cas. C'est-à-dire, même s'il s'agit d'une dalle qui porte dans deux sens, mais on va finalement se ramener vers le premier cas comme les calculs donc vont se faire comme une dalle qui porte dans un seul sens. Voilà, donc il faut suivre les mêmes étapes du cas qu'on vient de voir, donc une dalle qui porte dans un seul
sens. Voilà. Donc, comme synthèse, d'abord il faut calculer le alpha qui est Lx sur Ly, la largeur de la dalle divisée par la longueur de la dalle, pour déterminer le type de la dalle. Est-ce qu'il s'agit d'une dalle qui porte dans un seul sens ou bien dans deux sens? S'il s'agit d'une dalle qui porte dans un seul sens, voilà, donc la charge sur la poutre sera rectangulaire. On va travailler sur un mètre linéaire de la poutre et on va directement utiliser donc les relations de la RDM donnant les valeurs maximales du moment fléchissant et de l'effort tranchant. Il suffit là de mettre ici donc la charge à l'état limite ultime pour avoir le moment à l'état limite ultime, ou bien la charge à l'état limite de service pour avoir le moment à l'état limite de service. Bien sûr, pour l'effort tranchant, il se calcule seulement à l'état limite ultime. Le deuxième cas, si on trouve que Lx sur Ly est supérieur ou égal à 0,4, donc là, on est dans un panneau qui porte dans deux sens, c'est-à-dire qui repose sur les quatre côtés. Normalement, on aura des poutres qui vont supporter une partie trapézoïdale et d'autres qui vont supporter une partie triangulaire. Par la première méthode, on doit calculer deux charges rectangulaires équivalentes, une qui va donner un effort tranchant équivalent à celui-là et l'autre un moment fléchissant équivalent à celui-là. Mais on a dit qu'il s'agit d'une méthode un peu plus compliquée. Ou bien la deuxième méthode, on va considérer les mêmes charges qu'on a ici, seulement on va les majorer. Par exemple, ici, au lieu de travailler par la charge, considérer qu'il s'agit d'une charge trapézoïdale ou triangulaire, je vais considérer les mêmes charges comme étant des charges rectangulaires. Bien sûr, on a dit cette méthode, il surestime un peu les charges, mais aucun problème, ça va dans le sens de sécurité. Et ainsi, puisque j'ai ici des charges qui sont rectangulaires, je peux utiliser donc ces formules directement. Voilà, donc merci pour votre attention.